Les Knicks, c'est un film à rebondissement tous les ans. Quand on annonce qu'ils vont être bons, finalement ils sont mauvais, et quand on n'attend rien d'eux, ils sont étonnamment bons, dignes des plus grandes comédies de Broadway. Mais cette année, on ne sait pas vraiment quoi penser. Sont-ils bons? Sont-ils mauvais? Ils se sont pas mis d'accord sur la mise en scène en fait. En tout cas, on espère que les Knicks vont combler leurs fans et vont faire redanser le Madison. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le début de saison, un peu en dents de scie des New York Knicks. Pour ça, j'ai fait appel à votre équipe d'analyse préférée. Florian Tixi et Raphaël Delavo sont avec nous. Comment ça, les gars? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah moi ça va bien, mon petit retour dans les podcasts. Très content de parler d'Enix. Eh Voilà. bah, toujours un plaisir de t'accueillir ici, tu le sais. Florian, comment il va? Ouais, ça va super. Pour parler de la plus grande ville du monde, on est là en comité restreint et on va bien s'amuser. On va bien s'amuser, c'est le mot. Et puis alors, bon, la saison 4 de l'analyste, enfin du carton, pardon, a déjà commencé depuis quelques épisodes maintenant. Mais là, si vous nous regardez, vous avez peut-être remarqué de nouveaux overlays, de nouveaux visuels. Donc on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus épuré, d'un petit peu plus travaillé. On espère évidemment que ça vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire en commentaire, de nous dire votre avis justement sur ces nouveaux visuels. Les gars, on commence tout de suite les Knicks. Je vais commencer avec toi, Florian. Donc là, New York, actuellement, ils ont un bilan de 8-7. C'est pas catastrophique. Ils sont 8e à l'Est. Mais on a quand même l'impression qu'ils ont du mal à enchaîner les victoires. Ils gagnent contre les petites équipes, mais ils perdent contre les meilleures. Bah, comme tu dis, c'est pas du tout catastrophique en soi, c'est plutôt même Ah non. plutôt pas mal. Après, c'est vrai que comme tu dis, il y a cette impression qu'on a tous, c'est un peu une impression visuelle parce que New York joue pas si bien que ça sur le terrain. Mais en fait, il faut un peu recentrer le débat. New York aujourd'hui, c'est quoi? C'est une équipe qui est moyenne, c'est une équipe qu'on attendait moyenne, et c'est une équipe qu'on a le résultat qu'elle est moyenne en fait. Aujourd'hui, New York, c'est la 18e attaque NBA, c'est la 23e défense. Donc sur 30 équipes, on est dans le moyen-moins. Donc c'est typiquement ce qu'on attendait. C'est quand on avait fait les previews, quand on avait commencé à parler, quand on écoute à droite à gauche. Personne mettait New York troisième, personne mettait New York 14e, tout le monde mettait New York entre 7 et 10. C'est exactement ce qu'ils sont. Et ouais. Moi, ils sont exactement où je les attendais. Ça gagne contre plus faible qu'eux, comme tu as dit. Ça arrive à gagner contre Indiana, contre Détroit, contre Orlando, contre Charlotte, mais ça se prend des volets contre Memphis, contre Milwaukee, contre Cleveland, contre Atlanta. Donc c'est exactement ce qu'on attendait. C'est une équipe qui est moyen moins. On peut attendre du mieux. Il y a du mieux en ce moment. Il y a un coup Un peu mieux. de mieux. Thibodeau, il a commencé à resserrer sa rotation. Il a commencé à faire de vrais choix. Ça se met en place. Mais voilà, on va en reparler par la On va, suite. on Mais va en reparler de tout ça. c'est exactement c'est la saison des Knicks. C'est les Knicks, C'est tellement l'exemple des Knicks, Knicks. au final. C'est tellement Knicks. Raphaël, toi, donne-nous un peu cet avis, ton avis, pardon, sur ce début de saison des Knicks. Florian, il l'a très bien dit. C'est tellement Knicks, au final. Ils sont dans le ventre mou. Ils sont typiquement dans le ventre mou. Bah c'est un peu ça, hein. On dirait que c'est dans leur ADN finalement, mais voilà, on s'attendait à un petit boost peut-être avec l'arrivée de Jalen Brunson cet été, se dire il y a peut-être un gros update au poste de meneur, des choses comme ça, mais non, il n'y a pas grand-chose. Comme tu le disais, 8-7 c'est pas catastrophique, en soi c'est même plutôt bien, parce que quand t'es les Knicks et qu'au début de saison t'es en 8-7, je pense que tu t'alarmes pas du tout. Mais comme tu l'as dit, les victoires, donc t'as Indiana, t'as Charlotte, Orlando, deux fois Détroit, mais t'as des défaites comme tu le dis contre les gars qui sont plus lourds, qui sont plus forts que Et toi, tu même te les fais défaites par fracasser. exemple. Ouais, même les défaites contre le Thunder, par exemple, aussi récemment. Même, on va dire que je pense qu'il y aura un moment dans la saison où ça va aussi cliquer dans le mauvais sens, parce que là, Thibodeau essaie de chercher ses rotations, il restera un peu, il y a Fournier qui joue beaucoup moins, il y a une question autour du poste 2-3 avec Cam Reddish, ils savent pas trop quoi faire autour des mecs comme Miles McBride, par exemple. Donc là, clairement, Thibodeau a des choix à faire, a des choses à dire à ses joueurs, bref. Hein. Leur 5 majeur est un peu compliqué, marche pas très bien non plus ensemble, mais je pense que pour le coup, ça va mettre du temps, mais je le sens pas très bien ce début de saison d'Enix qui est moyen, comme tu l'as dit, mais qui pour moi va aller dans le médiocre très rapidement, je pense. Bah, alors pour le coup, t'as parlé un peu de ce 5 majeur d'Enix. Pour le coup, dans ce 5 majeur d'Enix, il y a 3 joueurs qui sont intouchables. Il y a Julius Randle, RJ Barrett et Jalen Brunson qui est arrivé cet été, Florian. Et alors pour le coup, ce trio, il est un peu à l'image de l'équipe. Ils ont du mal à trouver leur rythme, au final. C'est vrai que en travaillant le podcast, ma première phrase, j'ai marqué un trio à l'image de l'équipe. Et pourtant, on s'est pas Et on concerté. s'est pas concerté, mais c'est Euh, exactement ça. c'est un trio qui est pas mal. C'est des Ah oui, très bons joueurs NBA, c'est des joueurs qui sont installés, qui ont des gros contrats. C'est pas catastrophique du tout, mais en fait, c'est pas vraiment si fort que ça. On est dans un trio de ventre mou. En fait, pour moi, c'est un trio de deuxième voire troisième membre d'un Big Three. En fait, ouais. on a à New York un trio de très bons joueurs, mais c'est un trio de lieutenants. Donc un trio de lieutenants, ça ne t'amène pas dans le top 3 de ta conférence finalement. Ce qui me dérange dans ce trio,
malgré le fait que moi j'ai un vrai amour pour RJ Barrett, j'ai toujours pas quitté le bateau. RJ Barrett, je pense qu'il a un potentiel de All-Star et j'ai toujours pas quitté ce bateau-là. La première chose qui me dérange, c'est qu'il y a pas de hiérarchie entre les trois. Aujourd'hui, si je te dis que les trois sont à 19-20 points de moyenne, il y en a, enfin c'est vraiment, les trois ont la même moyenne de points à 0,5 près. Les trois usage rates de ce trio-là, des Knicks, c'est 25,6, 24,8, 23,6. Si je te demande lequel est lequel, c'est impossible. Les trois portent autant la balle, prennent autant de tirs, marquent autant de points. C'est le même profil. C'est des attaquants qui sont un peu supérieurs à la moyenne, des défenseurs qui sont pas top, voire médiocres, et qui sont pas des playmakers supérieurs pour les autres. C'est des joueurs qui excellent à mi-distance. Je mets Barrett un peu au-dessus parce qu'il y a du potentiel, mais en fait, c'est la même chose. Donc ça pose problème parce que même Thibodeau est complètement à l'opposé de son effectif, il est à l'opposé de son Big Free. Par rapport à sa première année où il avait une armée de soldats défensifs, plus une sursaison de Randle qui cache l'arbre derrière, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Aujourd'hui, il a un trio d'attaquants qui est moyen, qui est incapable de faire tourner une attaque collective, et des défenseurs qui sont moyens, alors qu'on a un coach qui est à l'opposé de ça. Donc finalement, on rentre, malgré un bon effectif, dans du ventre mou. Alors pour le coup, Raphaël, c'est super intéressant ce que dit Florian, parce qu'on parle de Big Three quand même, il faut le dire, c'est un Big Three, mais dans un Big Three, normalement, enfin, il y a toujours un joueur qui est au-dessus, on sait qui est le patron. Là, on a l'impression qu'on sait pas vraiment, et Tom Thibodeau, il va peut-être devoir faire, pas des choix, mais va rapidement falloir trouver des ajustements, et oui, au final, oui, clairement faire des choix, en fait, je dis n'importe quoi. Non, mais je pense que justement, on peut peut-être pas appeler ça un Big Three, mais plutôt un Mid Three, tu vois. Genre, les trois sont des bons joueurs, sont deuxième ou joueurs de complément, mais clairement, il n'y a pas un gars qui ressort qui peut tout seul te faire gagner un match tous les soirs. T'as pas un gars qui est vraiment, je sais pas comment on dirait, mais tous les soirs, tu peux compter sur lui et tu peux vraiment aller au mastic et te dire, bah, ce soir, il me met 25 points, il me dire, bon, il me fait 5 passes. Là, Randle, tu peux pas te dire ça de lui. Les usage rates sont pareils, les moyennes de points sont tous autour de 20. Et bah, ces trois gars-là, c'est un peu compliqué aussi parce que c'est un peu tous, comme tu l'as dit, des ball handlers assez moyens. Ouais. Bronson, c'est quand même pas mal aussi, mais c'est un peu des scoreurs d'isolation aussi. C'est un peu compliqué dans une attaque d'avoir trois mecs comme ça qui peuvent beaucoup scorer en isolation. Alors RJ Barrett a beaucoup progressé hors du ballon. Jalen Brunson sait le faire. Il a su le faire avec Luka Doncic l'année dernière à Dallas. Mais Julius Randle, c'est un gars, il a besoin de la balle, de prendre la balle de poste haut. Et c'est pas des gars avec qui tu vas faire tourner une attaque avec beaucoup de passes D, par exemple. Donc clairement, il y a encore des questions à se poser. Et puis même en ce début de saison, je le répète encore une fois, 8-7, c'est pas catastrophique. Mais Non. clairement, on a l'impression qu'ils peuvent pas viser plus haut qu'un bilan à l'équilibre et rien de plus. Et on sait qu'à la fin de la saison, sans trop se tromper, les Knicks auront entre 37 et 44 victoires et ça sera pas plus, ça sera pas moins. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de mecs à mettre à côté et encore une question de playmaking, une question de défense comme tu le dis, c'est pas des chiens de garde les trois, donc avec les trois en défense sur le terrain en même temps, c'est compliqué. Donc voilà, il y a encore beaucoup de questions à se poser pour Thibodeau et pour le staff des Knicks, clairement, je suis d'accord avec ça. Beaucoup de questions à se poser pour Thibodeau, et alors pour le coup, il faut qu'on en parle, beaucoup de questions à se poser avec le cas Fournier. Florian, Evan Fournier, quand il est arrivé au Knicks l'année dernière, il était clairement dans les plans de Tom Thibodeau, c'est Tom Thibodeau qui l'a fait venir, et puis il a fait une saison, il a dû s'adapter, ça n'a pas été facile, mais il a fait une saison tout à fait honorable. Par contre, là, cette année, ça fait 2 matchs déjà qu'Evan Fournier est totalement sorti de cette rotation, et on voit plus d'Evan Fournier sur le terrain, c'est très compliqué pour le Français. Bah, clairement, aujourd'hui, depuis 2-3 matchs, il est sorti de la rotation. Il enchaîne les DNP, il joue plus du tout. Les raisons à ça, c'est qu'il est passé derrière deux joueurs, Cam Reddish et Quentin Grimes. Pourquoi est-ce qu'il est passé derrière ces joueurs-là? Comme tu disais, Evan, il s'est jamais habitué au rôle que lui a donné Tom Thibodeau. Evan est un slasher, créateur secondaire, capable de prendre des gros shoots. Sauf que Tom Thibodeau l'a utilisé comme shooter exclusif entre un gros meneur de jeu avec Jalen Brunson et un gros créateur depuis l'aile avec RJ Barrett, plus Julius Randle. Donc en fait, ce qu'on remarque dans les chiffres, c'est que ces saisons à Orlando, il a tout le temps un usage rate qui est supérieur à 23%. Donc c'est quand même un gros créateur, un gros playmaker de son équipe. Depuis qu'il est à New York, c'est 20 et 17% cette année. Donc c'est une chute drastique de son utilisation. Il ne prend que des catch and shoot. Ça impacte son niveau de jeu. 6 points de moyenne. Est-ce que 6 points de moyenne, c'est vraiment Evan Fournier? C'est pour nous, Français, qui le voyons évoluer avec l'équipe de France, 6 points de moyenne, c'est complètement ridicule. On sait qu'Evan Fournier vaut beaucoup mieux que ça. Il n'y a plus de drive. Il n'y a que des catch and shoot compliqués en bout de chaîne. C'est devenu un bad shot maker quand Randle et Brunson veulent bien lâcher la balle, en fait. Et le point principal, c'est que avec le trio d'offensive, enfin son big free, comme on disait tout à l'heure, qui ne défend pas, Tom Thibodeau a besoin de mettre de la défense avec Mitchell Robinson et avec Cam Reddish. Cam Reddish est un défenseur largement supérieur à Evan Fournier.
Et c'est la raison principale du fait que Evan Fournier joue plus, quoi. Et toi, Raphaël, est-ce que tu es forcément déçu, hein, en tant que Français, on est forcément déçu de voir cette évolution d'Evan Fournier côté Knicks, mais est-ce que tu es surpris de le voir évoluer dans ce sens-là? Parce que l'année dernière, même si c'est correct, on avait des signes que ça se passerait pas forcément très bien dans le système de Thibodeau. Déçu, bah oui, évidemment, on est tous un peu chauvin. On connaît Evan avec l'équipe de France, on connaît ses années à Orlando. Même son passage à Boston n'était pas si mal en une demi-saison, on le sait. Mais là, clairement, je pense que le souci aussi, c'est que tu as beaucoup de mecs à New York qui peuvent et qui portent la balle. Bah, sur le terrain, tu as le Big Three, tu as Barrett, Brunson, Randle qui prennent la balle. Sur le banc, tu as Quickly, tu as Derrick Rose qui peuvent prendre la balle. Donc ça fait quand même beaucoup moins de place pour un gars comme Evan Fournier. Cam Reddish a un rôle beaucoup plus adapté au système Thibodeau, comme tu le dis, plus catch and shoot, un mec qui peut aussi un peu slasher, mais prendre un peu moins la balle. En fait, il faudrait qu'il ait plutôt, je pense, avec ces Knicks-là, avec cette rotation-là, un rôle en sortie de banc peut-être, mais un rôle qui du coup est un peu doublon avec les gars que je viens de dire avant, avec Rose et Quickly. Donc s'il joue 3 juste après, ça va être un peu compliqué avec deux gars à côté de ça. En défense, c'est pareil, c'est un bon défenseur solide, mais beaucoup moins fort, et c'est pas un défenseur élite non plus. Donc il a encore beaucoup de chemin à faire. Il peut re-rentrer dans la rotation de Thibodeau. On a déjà vu Thibodeau faire sortir des mecs de la rotation et les faire re-rentrer, les faire réessayer quelques matchs après. Il n'y aura pas de souci avec ça. Mais il va falloir qu'il saisisse son opportunité. Et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup d'opportunités justement de la part de Thibodeau, parce qu'il est quand même réputé pour donner très peu de chance déjà aux jeunes et puis surtout aux joueurs en général. Dès qu'il n'a pas la confiance, c'est compliqué. Donc en tout cas, j'ai hâte d'observer quand même le comportement de Fournier, savoir comment est-ce qu'il se réadapte s'il revient dans la rotation. Ça va être intéressant à voir du côté de New York, je pense. En tout cas, on espère pour Evan Fournier que ça se passe un petit peu mieux parce que c'est un peu chauvin de dire ça, mais c'est un excellent joueur qui a évidemment sa place dans, je pense, n'importe quelle équipe NBA. Vous serez d'accord avec moi quand je dis ça, j'imagine. Bien évidemment. Florian, pour finir, bon, je vais vous laisser le mot de la fin, les gars. Est-ce qu'on se dirige encore vers une saison décevante pour les Knicks? Alors, je répète encore une fois, pour les fans des Knicks, c'est pas la catastrophe, hein. Évidemment, on n'est pas en train de. Vous êtes pas, vous êtes pas en 0-15, mais est-ce qu'on se dirige vers une saison décevante pour les Knicks, Florian? Bah, en fait, ça dépend les attentes que tu avais. Comme je le disais au début, on savait que New York allait pas finir avec l'avantage du terrain en playoff et ça se dirige vers ça en fait. Si New York finit 7-8e comme ils sont actuellement, et ben c'est exactement ce que l'effectif permet de faire en fait. Leur objectif c'est de jouer le play-in, tout simplement, jouer le haut du play-in et espérer se qualifier en playoff. L'effectif est pas cata, le coaching me déçoit, c'est pas top. Est-ce que Tom Thibodeau va faire la saison? On sait pas trop. Les choix sont en train d'être faits. Le cas Cam Reddish est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le 2-3 titulaire des Knicks et il performe. Rose et Quickly seraient disponibles d'après Shams Charania. Ouais. Le cas Fournier va être amené à bouger. Donc s'ils arrivent à faire un gros splash sur un mouvement, on peut peut-être espérer un peu mieux. Mais en fait, l'effectif, c'est que je pense qu'ils ont l'effectif pour taper aisément le play-in. Donc ne pas sortir du top 10, mais sur le long terme, faudra voir. Est-ce que ce Big Free peut t'amener vraiment mieux? On ne sait pas. Bah, c'est ça le problème, Raphaël, pour finir. Au final, jouer le play-in et te qualifier en play-off avec une 8e ou une 7e place, jouer un premier tour de play-off et te faire sortir par les Bucks ou les Celtics en 4 matchs, au final, c'est décevant parce que bah, tu joues rien, tu tankes pas, tu récupères pas grand-chose à la draft, et puis derrière, bah tu joues rien, quoi. C'est un peu une saison blanche, au Ouais, final. faut se demander si c'est pas aussi l'objectif du front office après, de juste jouer les playoffs pour pouvoir aussi continuer à vendre des maillots, à faire en sorte que cette ville continue à vivre avec les Knicks, évidemment. Mais après, ouais, je pense que la saison, elle va quand même se jouer déjà dès ce début d'exercice. Là, ils ont quand même une petite phase, on va dire qu'elle est ni trop difficile ni facile. De toute façon, rien n'est facile en NBA, évidemment. Mais là, par exemple, ce soir, ils jouent les Warriors. Donc, en fonction, s'ils gagnent, ils seront par exemple en 9-7. 9-7, c'est quand même déjà pas mal pour débuter la saison. Après, il faudra voir après s'ils continuent à perdre. T'as la revanche face au Thunder, ils viennent de prendre 10 points et 145 points dans la gueule il y a pas longtemps. T'as les Suns, les Blazers, les Grizzlies et les Bucks très prochainement. Donc c'est des équipes solides, avec ou sans leurs meilleurs joueurs, va falloir les gagner ces matchs. Et aussi les Knicks ont pour l'instant pas de soucis de blessure, pas trop en tout cas. Mm. Par contre, s'il y a un de ces trois mecs-là qui se blesse, faudra voir aussi. Par rapport au coaching de Thibodeau, ça sera non plus pas la même chose. Et puis dans une saison NBA, on sait très bien que tu joues jamais 82 matchs avec ton Big Three tout le temps, c'est impossible. Donc il va vite falloir trouver de l'équilibre pour gagner des matchs si on veut pas qu'il y ait encore une saison moyenne de la part des Knicks. Et en tant qu'observateur NBA, on aime toujours quand les Knicks font des choses et surprennent tout le monde. C'est Bah oui, toujours marrant de voir ces fans, ces images des fans qui sont complètement fous. On adore les fans de New York. Et puis voilà, on veut voir des grands Knicks. Pour une grande NBA, il nous faut des grands Knicks quand même. ça fait longtemps que les Knicks n'ont pas été grands, en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces débuts de saison des Knicks, qui n'est pas catastrophique, mais
je sais pas, il y a un sentiment bizarre autour des Knicks. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.